Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Meurtre au Mont Saint-Odile de Nathalie Rouillet, lu par Olivia Dardenne. Samedi 7 octobre. Chapitre 1. Malgré la cagoule qui lui enserre la tête, Emma distingue, à travers le tissu de lin, les silhouettes éclairées par les flammes dansantes de 3 torches. Elle a compté 11 personnes tout à l'heure sur l'esplanade, 12 avec elle. Une belle bande d'imbéciles, pour choisir de marcher par une nuit de pleine lune sur un chemin aussi accidenté, les yeux bandés et les mains liées, sur les pentes du célèbre mont Saint-Odile. Elle commence à en avoir marre. Dire qu'elle a accepté ce rituel débile. Son père se ficherait bien d'elle s'il la voyait en ce moment. Comme chaque fois qu'elle pense à lui, un pincement lui serre le cœur. La petite troupe silencieuse crapahute dans le sous-bois depuis un bon moment. Au début, le jeu l'amusait. Maintenant, Emma aimerait qu'il cesse. Elle est fatiguée et elle a perdu la notion du temps. De nuit et seule, elle aurait été bien incapable de s'y retrouver si elle n'avait pas profité de ses week-ends pour visiter ce site touristique. Encore une promesse faite sur le lit d'un mort, à cause d'un vieux parchemin découvert il y a plus de 30 ans. Un vieux bout de papier qui indiquerait l'emplacement d'une porte temporelle, un trésor archéologique auquel on prête de multiples pouvoirs, ici, au Mont Saint-Odile, et qu'elle s'est jurée de trouver grâce au journal de bord que son père Émile Capel lui a légué. Vu comme ça, c'est délirant. Et pourtant, elle y croit. Ce lieu chargé d'histoire et de légendes a hanté son paternel à le rendre fou. Il répétait y avoir vu le passé et l'avenir. Un avenir si funeste qu'il en a perdu la raison. Emma, à son tour, veut voir et savoir. Alors, elle a répondu à une offre d'emploi, tout près d'ici, pour marcher dans ses pas. Malsain, aurait dit sa mère. Peut-être. Malgré les « méfie-toi de ce que tu vois » et les « une porte peut en cacher une autre », des mises en garde qui parsèment les notes de son père, elle est prête à affronter n'importe quoi, n'importe qui, pour remonter le temps, revenir à ses 15 ans et le sauver de la folie qui l'a emporté. Des images du passé la submergent. Lui, assis à côté de son lit, lui narrant un de ces fabuleux contes dont il avait le secret. Elle, enfant attentive et émerveillée, buvant toutes ses paroles. Lorsque la fin de l'histoire approchait, elle se redressait et lui posait un tas de questions pour retarder son départ. Son père répondait toujours aux 2 premières, puis, après un sourire entendu, il l'embrassait tendrement sur le front. Ils étaient si proches tous les deux, si complices. Ils marchent toujours, et d'après elle, il leur faudra encore revenir en direction de sa Twingo, garée sur un parking situé un peu plus haut. Plus tôt dans la soirée, elle s'est munie de la lampe de poche qu'elle garde toujours dans sa portière. Ainsi parée, elle a emprunté le chemin piétonnier qui longe les vestiges du mur païen jusqu'à une volée de marches donnant accès à un promontoire où se situait jadis la chapelle des Rochers. L'édifice a disparu depuis bien longtemps. Seuls 3 bancs en bois présentent leur assise aux promeneurs fatigués. D'après une photo noir et blanc qu'Emma avait vue lors d'une de ses visites, la construction de bois aux dimensions rétrécies, avec son oratoire minuscule muni d'un clocheton et sa façade ornée de pilastres, donnait l'impression d'avoir été écrasée dans sa longueur. Elle a été surprise en découvrant les participants déguisés et masqués sur l'esplanade de l'ancienne chapelle, lieu du rendez-vous. Certains portaient même un sac à dos de taille impressionnante. Jeff, le président du club, l'avait bien averti qu'il fallait garder un anonymat total pour que le rite soit valable. Mais de là à se travestir... Et que pouvaient bien contenir ces gros sacs? Elle s'est néanmoins pliée au jeu, et apparemment, le style préhistorique était de mise. Elle a dû retirer son anorak préféré, le vert kaki avec un mignon panda brodé sur la poitrine, qu'un des membres a fourré dans son sac avec sa lampe de poche,
Puis elle a dû revêtir une espèce de peau de bête. Heureusement, ce début octobre est d'une douceur incroyable. Un peu angoissée, elle s'est attachée à reconnaître les voix. Comme chacun y allait de sa boutade, imitant et jouant les hommes du néolithique, l'ambiance était plutôt détendue. Elle a réussi à identifier Gary, un chic type aux allures de bûcheron ténébreux, doux comme un agneau. Elle l'avait repéré grâce à son imposante stature, sans en être vraiment sûre. Maintenant, c'est bon, elle sait que c'est lui. Il lui semble aussi que la voix éraillée est celle de Missy, une quinquagénaire qui fume comme un pompier. Elle en était encore à chercher des indices sonores quand ils l'ont bâillonnée et cagoulée. Elle a voulu protester lorsque, d'un ton péremptoire, une voix a affirmé que sans cela, ils arrêtaient tout et chacun rentrait chez soi. Du coup, elle n'a pas osé s'y opposer. Elle n'en était pas entièrement convaincue, mais le timbre guttural lui rappelait celui de Jeff, le président du club de randonnée. Elle s'attendait à une nuit un peu particulière, mais à cette heure-ci, tout ce chichi lui paraît exagéré, relevant plus du bizutage que du rituel. Emma manque une nouvelle fois de tomber en trébuchant sur un rocher. Ne pouvant signifier son désagrément, elle s'énerve, pousse des grognements et se met à gesticuler pour échapper aux mains qui la retiennent par le bras. Autour d'elle, la petite troupe s'agace. Emma perçoit la tension qui s'accroît parmi les adeptes de cette marche nocturne lorsque la voix autoritaire intervient enfin. « Nous y sommes !» Une joyeuse cacophonie s'élève en même temps que des applaudissements. Le bâillon et la cagoule lui sont ôtés et ses mains sont déliées. Pour se donner une contenance, elle recoiffe ses longs cheveux noirs, puis découvre enfin l'endroit. Ils se tiennent sur un promontoire au-dessus de la vallée. « Bravo, Emma !» s'écrie Gary qu'elle gratifie d'un sourire timide. « Admire ce ciel !» reprend Jeff. « C'est une nuit claire, exceptionnelle pour voir les étoiles. On se trouve sur le point le plus haut de ce site millénaire, à 817 mètres exactement. Un lieu et une contemplation réservés à quelques initiés dont tu fais maintenant partie. » C'est magnifique. Je ne trouve pas les mots. Le souffle coupé par l'émotion, Emma le remercie et scrute le paysage. En contrebas, quelques points lumineux laissent deviner un hameau éloigné. Pendant ce temps, victuailles et boissons sont tirés des divers sacs à dos. Un feu de camp est allumé. Faire partie d'une association de randonneurs, ça se mérite. Installée à Haute-Rotte depuis quelques mois et native du sud de la France, elle ne connaissait personne, mais elle a toujours aimé marcher. Elle se félicite d'avoir rejoint ce collectif. Elle espère bien leur soutirer des informations sur les endroits les plus secrets du mont. « Nous sommes au Menelstein », lui explique Jeff. « Un mirador naturel qui domine la plaine d'Alsace. Il y a aussi une table d'orientation, mais de nuit, les indications ne servent pas à grand-chose. Il faudra que tu reviennes de jour pour vraiment admirer le paysage. On aurait pu aussi se rendre au rocher du panorama, qui offre une vue sur les ruines de l'abbaye de Niedermünster et la chapelle Saint-Nicolas. » « Sauf que, même si la nuit est claire, » intervient Gary, « on les distingue à peine dans la pénombre. » Le président acquiesce avant d'ajouter. « Eh bien justement, elle aura d'autant plus envie de découvrir la terre de nos aïeux. Tu vois, Emma, on choisit toujours ce site pour les nouveaux, parce que nos ancêtres venaient déjà s'y recueillir. »« Ici, tu ressens le poids des siècles ?» s'écrie une trentenaire aux cheveux bouclés et au visage poupin. Emma se souvient d'elle. C'est Alicia. Elle a rencontré lors de sa toute première randonnée dans les Hautes-Vosges, le premier week-end de septembre. « Tu comprends mieux nos déguisements maintenant ?» Les hommes préhistoriques scrutaient déjà ce paysage, Emma. Allez, on te laisse t'imprégner de cette atmosphère ancestrale, dit Jeff, entraînant ses deux acolytes avec lui. Le trio s'en retourne près du feu. Après quelques longues minutes de contemplation, la jeune femme soupire. « Tout ça pour ça ?
Ce cérémonial, cette marche en pleine nuit, vêtue de peau et de masque, c'est un peu excessif, voire un peu con. Un simple prétexte pour faire la Java? Lors d'une de ses visites, elle avait choisi de faire le tour du mur païen dont son père lui parlait si souvent. Elle était passée par là avec son guide. Elle reconnaît la table d'orientation. Elle n'a pas osé le leur dire. Un vague sentiment de déception l'étreint. Elle abandonne le parapet de protection en fer qui court le long du précipice et se tourne vers le groupe qui festoie près du foyer. Des flammes, que Jeff et Gary maîtrisent parfaitement, s'élancent vers le ciel et éclairent les participants qu'elle peut observer plus attentivement. Elle avait vu juste pour Missy. L'incorrigible fumeuse est bien là, la clope au bec. Hormis Jeff, Gary et Alicia, elle ne connaît pas les autres, ou ne se souvient pas d'eux. De plus, après avoir mangé et bu rapidement, quelques membres ont déjà renfilé leurs masques pour danser autour du feu. Difficile donc de les identifier. En tout cas, ils sont tous là, 12 individus gesticulant autour du foyer. 12? Impossible. Elle a dû compter 2 fois la même personne. Elle recompte pour s'en assurer. 12 et avec elle 13, c'est bien ça? Apparemment, un nouveau venu s'est joint au groupe. Elle aperçoit Gary, assis près du feu, qui arbore fièrement un verre plein à ras-bord et éclabousse généreusement ses voisins. Il saura peut-être la renseigner. « Emma, viens !» crie-t-il. « On doit trinquer à ton intégration dans le clan !» Elle acquiesce, mais elle ne peut s'empêcher de compter une nouvelle fois les participants et, surprise, ils ne sont plus que 11. Interdite, elle scrute les alentours pour vérifier que l'un d'entre eux ne s'est pas écarté. Elle recompte 2 fois avant de se traiter d'imbécile. Elle s'est trompée, voilà tout. « Allez, Emma, viens boire un coup !» hurle maintenant Gary. « C'est toi la reine de la fête !» Elle sourit enfin et abandonne le promontoire et sa table d'orientation avec une dernière pensée pour ses parents. Dès que sa mère a été enterrée, Emma n'a pas hésité une seconde. Elle a quitté le Sud et ses années douloureuses pour commencer une nouvelle vie, ici, sur les traces de son père. Et même si elle a le sentiment qu'il désapprouverait cette mascarade, elle compte bien en profiter. Après tout, reine d'un soir sur le célèbre mont Saint-Odile, ce n'est pas pour lui déplaire. Chapitre 2. Vautré dans le canapé du salon, toutes lumières éteintes, Akam observe le ciel à travers la fenêtre. Une belle nuit de pleine lune, sans nuages. Une nuit comme elle les aime, constellée d'une myriade d'étoiles à contempler. Elle scintille, comme un appel lointain. Elle se sent bien chez son compagnon à Nancy. Son appartement rue Bormont est bien mieux situé que le sien à Metz. Chez elle, quelle que soit la fenêtre, elle ne voit que des façades lugubres. Ici, son regard peut errer sur l'horizon. Simplement vêtue de son grand t-shirt, elle finit par avoir froid. Un bruit dans la chambre retient son attention. Espérant qu'elle n'a pas réveillé Thomas, elle sourit en se remémorant leur soirée. Comme d'habitude, ils ont d'abord grignoté en buvant un bon vin, sans atteindre le dessert. Avec ses beaux yeux bruns ténébreux et cette petite moue d'enfant qu'il arbore quand il la désire, elle craque toujours. Et même si parfois Thomas lui reproche de n'être avec lui que pour suivre ses enquêtes ou pour le sexe, elle sait au fond d'elle-même que ce n'est pas pour sa fonction qu'elle apprécie. Elle reconnaît que côtoyer un inspecteur de police et son équipe, c'est une réelle chance pour la détective qu'elle est. C'est vrai qu'elle préfère les affaires criminelles aux histoires d'escroquerie, de couple et d'adultère. Elle n'a pas été flic pour rien. Certes, elle a tendance à s'immiscer dans leur travail, mais c'est pour leur prêter main forte. Les investigations et la recherche de la vérité, elle a toujours aimé ça. Le sexe aussi. Finalement, son compagnon a peut-être raison. Elle soupire. De toute façon, c'est plus fort qu'eux. Dès qu'ils sont seuls dans la même pièce, leurs sens prennent le dessus.
Depuis qu'ils se connaissent et se retrouvent régulièrement chez l'un ou chez l'autre, elle ne se souvient pas d'avoir mangé le dessert à la suite du repas. Dans la nuit, au petit matin ou au petit déjeuner, oui, mais jamais avant. Soudain, la lumière l'éblouit. Akam sursaute, surprise. « À quoi tu joues à rester dans le noir comme ça ?» demande Thomas d'une voix pâteuse. « Tu médites ?»« Je ne trouve pas le sommeil, » avoue-t-elle. « J'ai préféré me lever plutôt que de t'importuner. » Emmitouflé dans sa robe de chambre bleu marine, il se laisse tomber à côté d'elle en bâillant. « Et toi ?» ajoute-t-elle. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dors comme un loir d'habitude. » Il hésite, secoue la tête pour remettre ses idées en place et finit par maugréer. « J'ai fait un rêve bizarre. Un avion écrasé au sol. Pas un cri, rien. Juste des flammes immenses qui crépitaient, suintaient, soufflaient. Ça m'a réveillée. Ça avait l'air si réel. J'ai même ressenti la chaleur du feu. » Akam dévisage son compagnon d'un œil sceptique. Ce n'est pas le genre à s'écouter. Pourtant, ce cauchemar semble l'avoir quelque peu bouleversé. « Je sais que ce n'est qu'un rêve, » précise-t-il avec un sourire. « J'ai dû entendre ou voir quelque chose à ce sujet. »« Tu côtoies trop Janvier, » suggère Akam en songeant au récit macabre du médecin légiste. « Peut-être bien. Ils sont partis, lui et Maggie, pour un week-end en amoureux, au Mont-Saint-Odile. »« Et il y a quoi là-bas pour les amoureux ?» ironise-t-elle. « C'est un monastère, non ?»« Mais oui, c'est ça !» s'écrie-t-il soudain. « Je sais d'où vient ce cauchemar. On a évoqué la catastrophe, tu sais, l'accident d'avion. » « Oui, je me souviens. Attends, ça s'est passé en janvier 1992, non ?»« Oui, un Airbus A320 s'est écrasé dans la forêt. Il venait de Lyon et s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport de Strasbourg. » « Une erreur humaine. » « Oui, tu penses bien que Janvier m'a tout expliqué, en long, en large et en travers. » « C'est une encyclopédie ambulante, ce type, » commente Akam en se marrant. Son compagnon ne relève pas, perdu dans ses pensées. « Alors, que s'est-il passé exactement ?» demande-t-elle devant sa mine sombre. « D'après ce que j'ai compris, c'est une mauvaise exécution de l'approche de la piste. En fait, il y a eu mésentente entre les pilotes et la machine. La désactivation des systèmes d'alerte de proximité du sol a été fatale. Elle a contribué au crash. » « Janvier a perdu quelqu'un dans l'accident ?» ?»« Non, pas du tout. Mais tu le connais. Dès qu'un sujet le passionne, il l'étudie sous toutes les coutures. » « Je ne sais pas comment il fait pour tout retenir, » marmonne Akam, qui ne s'encombre l'esprit que des indices nécessaires à une enquête, le morbide n'étant qu'accessoire. « Enfin, c'est Édouard Janvier, ce n'est pas le meilleur des légistes de la région pour rien. D'ailleurs, Maggie est sous le charme, dès qu'il ouvre la bouche, comme hypnotisé. » « Tu crois qu'il l'épousera un jour? Ils sont fiancés depuis un bon moment, non? Je croyais que le but des fiançailles, c'était d'annoncer un futur mariage. » Même s'il en convient, Thomas préfère éviter le sujet. Divorcé et déçu par une union ratée, il comprend l'hésitation du médecin. Bien qu'Akam n'ait elle-même aucune envie de se marier, elle risque de lui reprocher sa solidarité masculine. Bien sûr, il sait que Maggie rêve du jour où, enfin, son Édouard lui fera sa demande. Elle est amoureuse et Thomas ne voudrait pas lui briser le cœur en lui expliquant que son fiancé repousse l'idée de s'engager définitivement. D'un crash à l'autre, songe-t-il avant de reprendre. En tout cas, tu as raison. C'est bien une erreur humaine, et elle a causé la mort de 87 personnes, passagers et membres d'équipage, dont les 2 pilotes. Des survivants? Oui, 9. Autant dire des miraculés. Près d'un monastère aussi renommé que celui du Mont-Saint-Odile, forcément, ironise-t-il. Et donc, Maggie et Édouard? Insiste Akam. Ne me dis pas qu'ils sont en pèlerinage. Je ne savais pas qu'ils étaient croyants et pratiquants de surcroît. Non, je suis sûr que Maggie n'est ni l'un ni l'autre. Quant à Édouard, aucune idée. Je sais seulement que c'est lui qui a invité Maggie.
Je n'ai jamais mis les pieds. Tu y es déjà allé, toi? Non, mais je connais un peu l'histoire grâce à Édouard. Il a évoqué une enceinte qui court autour de la colline et englobe le monastère situé tout en haut sur un promontoire. Il paraît que c'est un mur Maús construit avec d'énormes blocs de grès rose. J'ai oublié le nom qu'il a utilisé. Il réfléchit un moment, puis abandonne d'un geste fataliste. Ça ne me revient pas. Bref, cette muraille est tellement vieille que personne ne sait en fait à quand remonte sa construction. Mais tu penses bien que des théories diverses et variées ont vu le jour. C'est la foire d'Empoigne quant à son origine. Elle remonterait à la nuit des temps, ou ce serait tout simplement un ouvrage mérovingien. Entre les deux, tu as encore les druides celtes, les Romains, des peuplades primitives venues de l'Est, voire les extraterrestres. Tu sais, c'est impossible de dater des blocs de roche. On ne peut dater que des éléments organiques, comme les bouts de bois. Tu m'écoutes? Akam frissonne à ses côtés. Il la contemple. Elle est inclassable. Un comportement de mec, peur de rien ni de personne, combative, solitaire, dans une peau de femme, fine, intuitive et merveilleuse amante. Il caresse ses cheveux courts châtain clair et remarque qu'elle n'est vêtue que d'un grand t-shirt. Les tétons qui pointent sous le tissu tendu ne le laissent pas insensible. Il l'attire contre lui. Toujours cette même lueur dans ses yeux verts, une étincelle qui peut virer de l'amour à l'hostilité en une demi-seconde. C'est juste pour te réchauffer, se justifie-t-il. Akam n'est pas dupe du sourire qu'il tente de dissimuler sous un faux air sérieux. Elle passe ses mains froides sous sa robe de chambre. Thomas pousse un cri de veuve effarouchée qui la fait rire. Il l'interrompt en l'embrassant avec fougue. Elle répond à son baiser, tandis qu'une main habile entame l'exploration plus poussée de son intimité. Chapitre 3. Emma souffle bruyamment. Le déguisement qu'elle porte lui tient beaucoup trop chaud. Elle sue par tous les pores de sa peau. Heureusement, elle a suivi le conseil d'Alicia en ne remettant pas son anorak. Cette dernière l'a gentiment gardé dans son sac à dos pour ne pas l'encombrer et lui a remis sa lampe de poche. Une fille vraiment sympa. Elle a l'impression que son cœur va exploser. La fatigue s'accumule après plusieurs mois de recherche, son déménagement, son installation et un boulot intensif. Sans compter la marche stressante de l'allée. Elle ressent aussi les effets des verres de vin blanc du pays et des bratwurst, ces saucisses blanches alsaciennes, certes délicieuses, mais ô combien difficiles à digérer. Les brûlures de son estomac lui font regretter ses excès et sa vessie réclame un arrêt vidange. Elle hésite, car elle peine à suivre la petite troupe qui s'est quelque peu effilochée sur le chemin du retour. Après avoir fait la fête, un peu avant 3 heures, ils ont rassemblé leurs affaires, matériel et déchets, pendant que Jeff et Gary éteignaient le feu. Vu l'heure et l'état de certains participants, le président a décidé d'échelonner les départs. Un premier groupe, composé des plus âgés et des plus fatigués, est parti avec les restes de victuailles et de boissons sous son commandement. Le deuxième, dont Emma fait partie et que dirige Gary, s'est chargé du nettoyage final et du transport des sacs poubelles. Même les cendres du feu ont été éparpillées. Ne sont plus restés que les stigmates d'un large rond noir sur le sol. Ils n'ont quitté les lieux qu'après avoir vérifié que tout était propre. Une association de randonneurs se doit de donner l'exemple. Cela fait un bon moment que la petite troupe, ils sont 6, avance silencieusement sur le sentier. Fini les torchères. Seules les lampes de poche éclairent le chemin. Devant elle, Alicia bute sur une racine et manque de s'étaler. Son cri marque l'arrêt total du groupe. Elle s'assoit en geignant. « Ma cheville, oh merde, j'ai mal !» Aussitôt, toutes les lumières convergent sur elle. « Gary, viens voir! C'est Alicia !» glapit une voix féminine. « Elle est tombée en revenant sur ses pas. » « Non, n'essaie pas de la relever, j'arrive. » Obéissante, la femme se redresse et s'écarte pour lui céder la place. « Je suis pompier secouriste et infirmier, » argue-t-il. « Ne bouge pas, Alicia, je vais examiner ta cheville. »
Emma se réjouit de cette pause imprévue qui pourrait bien lui être salutaire. C'est le moment ou jamais. Elle décide de s'éclipser pour soulager sa vessie. Après tout, elle n'en a que pour quelques minutes. Dans la nuit et sous les arbres, pas besoin d'aller bien loin. De plus, à cet endroit, le mur est partiellement détruit. Elle peut passer derrière où elle sera moins visible, tout en gardant le groupe à portée de vue. Pendant que Gary s'agenouille devant Alicia, elle s'éloigne discrètement d'une dizaine de mètres. Tous les regards sont concentrés sur la blessée et sur les gestes de leur chef. « Poussez-vous un peu !» ordonne-t-il. « Éclaire sa cheville, Marc, pas sa tête. » Personne n'ayant remarqué son petit manège, Emma dépose sa lampe de poche allumée sur le sol, à côté d'elle. Elle s'accroupit sans quitter la scène des yeux. Comme ils se sont tous écartés, elle assiste de loin à l'examen de l'infirmier. Il a soulevé la jambe d'Alicia et il palpe les chairs autour de la zone qu'elle lui indique du bout du doigt en grimaçant. « Oui, c'est là !» geint-elle, le visage crispé. « C'est déjà gonflé », constate-t-il. « C'est grave ?» demande Marc d'un ton fatigué. Gary hausse les épaules sans répondre. « Je vais y aller doucement, Alicia. Tu me dis quand ça fait mal, d'accord ?» dit-il en tournant délicatement sa cheville. Le mouvement arrache un cri de douleur à la blessée. « Alors ? C'est quoi d'après toi ?» s'enquiert une voix masculine à l'accent alsacien moins prononcé que celui des autres membres. Emma reconnaît Guillaume, un jeune homme qui habite aux Trottes comme elle. Ils ont longuement discuté au coin du feu. Un chic type aux boucles blondes. Genre Quasimodo de visage, le pauvre. Un accident de voiture l'a défiguré, mais très sympa. Il a 24 ans et connaît bien la région. Marc aussi s'est joint à la conversation. Du même âge, mais tout le contraire de Guillaume. Un grand brun ténébreux, super mignon, avec de grands yeux sombres et plutôt introverti. Ils ont parlé tous les trois de tout et de rien, évoquant les diverses parties du site et leurs origines. Les deux hommes semblaient ouverts à toutes les hypothèses. Mais elle n'a pas osé aborder avec eux le but réel de sa visite, ni les recherches de son père. Elle s'est contentée de leur soutirer quelques informations sur le côté mystique du lieu et a lâché les mises en garde du vieux calepin de son père. Méfie-toi de ce que tu vois. Une porte peut en cacher une autre. Ni l'un ni l'autre n'ont réagi. Probablement une entorse, suggère Gary. On ne peut rien faire ici. Le mieux, c'est d'aller à l'hosto pour faire une radio. Le plus près pour toi, c'est Aubernais ? Je ne pourrai jamais marcher jusqu'à ma voiture. Hoquette Alicia. T'inquiète, on va te soutenir sur le reste du trajet pour que tu ne poses pas le pied par terre. Il doit rester 1 kilomètre jusqu'au parking. Moi, je ne peux pas l'aider, grogne une voix féminine. Emma reconnaît bien là Cindy, la snobinarde. La quarantaine bien sonnée, mariée à un notaire, elle passe son temps à marcher parce qu'elle s'emmerde à la maison. Une rombière insupportable. « On n'a pas besoin de toi. Tu risquerais de te casser un ongle », rétorque Gary agacé. « Allez, Alicia », ajoute-t-il d'un ton plus doux. « On y va. » Il l'aide à se relever. Une fois debout, elle ne retient plus ses larmes. « Oh là là, j'ai mal !» gémit-elle. « Je ne sais pas si je pourrais conduire. » « C'est rien, je prendrai le volant pour t'emmener aux urgences. On se débrouillera pour le retour, d'accord ?» Elle acquiesce avec un faible sourire de gratitude et lui dit « Mon copain est à la maison, je l'appellerai pour qu'il nous rejoigne à l'hosto. » « Tu vois, tout s'arrange. Allez, courage. Marc, aide-moi en premier. Si tu es trop crevé, dis-le, Guillaume te relaiera. » Les deux hommes approuvent d'un coup de menton. Gary attrape Alicia sous les bras. Marc vient aussitôt en renfort pour la soutenir. Elle fait un essai en sautant sur un seul pied. « Ça va ?» s'enquiert le secouriste. « S'il faut s'arrêter, tu le dis, hein ?» La blessée donne son accord d'un hochement de tête. Le trio ouvre la voie. Le reste du groupe lui emboîte le pas. Emma se relève précipitamment, soulagée mais soudain angoissée de les voir avancer sans l'attendre. Ils marchent sans doute lentement avec une Alicia boiteuse. La nuit est claire, elle a sa petite lampe pour s'éclairer. Et elle sait qu'il longe le mur païen. Sauf que, par endroits, il disparaît complètement sous la végétation. Elle a peur de ne pas s'y retrouver.
Affolée, elle met un certain temps à retomber sur le sentier. Merde, merde, merde! Ses compagnons s'éloignent, et entre cet épais sous-bois et les méandres du mur, elle craint de perdre leur faisceau lumineux. Tant pis pour sa fierté. Elle décide de les appeler. Elle ouvre la bouche et s'apprête à hurler le nom de Gary lorsqu'une main vient violemment la lui fermer. C'est alors qu'elle sent une piqûre dans son cou, comme une aiguille qui pénètre dans sa chair. La douleur et la surprise lui coupent le souffle. Son rythme cardiaque augmente. Elle n'entend plus que les battements de son cœur. Ils accélèrent encore. Elle n'a guère le temps de paniquer, car elle sombre dans le néant. Au début, tout s'est passé comme prévu, Emma. J'ai dû batailler dur pour qu'il ne laisse pas ses sentiments transparaître. J'ai même cru que ce crétin allait te prendre dans ses bras. Heureusement, je veillais. Tu le connais, Emma, c'est un faible. En tout cas, tous ces idiots de randonneurs n'y ont vu que du feu. Dire qu'ils croient en ce rituel débile et pensent que le mont Saint-Odile, cette terre ancestrale et sacrée, leur appartient. Les simples d'esprit. Moi seul connais la magie qui règne ici et les pouvoirs que la montagne recèle. Non, je ne suis pas insensible, Emma. Détrompe-toi, tout comme le crétin. Je t'ai aimé au premier regard. Ton sublime visage est resté gravé dans ma mémoire. Et cette nuit, j'ai découvert ton corps. Un corps que j'ai si souvent désiré, si souvent fantasmé. Un corps qui m'a obsédé toute ma vie durant. Il m'apparaissait encore plus beau que ce que j'avais pu imaginer. Mais le moment venu, ma main n'a pas hésité. C'était l'occasion que j'attendais. Il fallait que je le fasse. Le manuscrit est formel. Seul un cœur pur et aimé ouvrira la porte temporelle. Emma, tu es le seul être que j'ai aimé sur terre. Je devais le faire. Pour nous. Alors merde, qu'est-ce qui a foiré? Je sais que tu détiens le carnet en cuir de ton père. J'en ai besoin maintenant. Il y a noté ses remarques. Je suis sûre que j'y trouverai des indices. Tu l'as gardé précieusement, ce calepin. Pas seulement comme un souvenir de lui. Je vais envoyer le crétin le chercher. Chapitre 4. En ce samedi matin, dans la pénombre de la forêt vosgienne, une file de promeneurs suit un sentier longeant les blocs de grès d'un mur immémorial. Malgré la fraîcheur matinale, les oiseaux profitent des généreux rayons d'un soleil automnal, digne d'un été indien. Un peu à la traîne, à l'arrière du groupe, Maggie, brune et de taille moyenne, engoncée dans une doudoune beige, s'attarde. Elle ne peut s'empêcher de caresser les pierres d'un geste retenu, émue par leur caractère ancestral. Elle a du mal à imaginer comment des hommes ont pu tailler et déplacer des masses aussi imposantes. Elle se remémore certaines explications de leur guide, Max, un petit bonhomme blond, trapu, habillé en paysan, avec une peau de mouton sur le dos et une grosse branche de chêne rouvre, a-t-il précisé, en guise de canne. Une espèce endémique du mont Saint-Odile, paraît-il. Peut-être, mais il y en a aussi dans d'autres contrées, lui a soufflé Édouard. Outre la taille des rochers, ce qui impressionne le plus Maggie, c'est que pour le moment, personne ne peut certifier leur origine. Si le site a été habité dès la préhistoire, les esprits les plus farfelus croient fermement à l'alien théorie et à l'aide des anciens astronautes pour expliquer sa construction, comme pour les sites Incas ou les statues de l'île de Pâques. Maggie sourit en repensant à la légende que leur guide sert aux enfants pour définir le terme cyclopéen. Il leur raconte que le mur a été bâti par des cyclopes, des géants avec un seul œil au milieu du front, qui pouvaient sans effort déplacer de tels blocs de pierre. « Tu fais quoi, Maggie ? Dépêche-toi un peu, on rate les commentaires de Max. » Elle rejoint rapidement Édouard, qui lui jette un regard agacé et lève sur lui ses grands yeux noisettes. « Des yeux de biche », lui a-t-il déjà dit. Maggie l'aime tant. Avec son éternelle tignasse rouquine ébouriffée, ses yeux bleu-gris, son air préoccupé, son allure de professeur tournesol et ses termes savants,
Édouard la fait toujours craquer. Encore plus maintenant, en jean et en parka bleu, une tenue qui le change de sa sempiternelle blouse blanche maculée de sang. « Il commence à faire chaud !» dit-il en ouvrant son manteau. « Comment peux-tu garder ton anorak sur le dos ?» Elle s'exécute et attache son vêtement autour de la taille. Édouard l'invite gentiment à passer devant lui. En la forçant à avancer un peu plus vite, il espère rattraper leur petit groupe. Ils ne sont que 4 touristes pour cette visite matinale du mur païen. Un avantage certain pour bavarder avec le guide. Maggie sourit de bonheur. Son fiancé est le meilleur légiste de la région. Et puis, ces 3 jours de retraite dans le monastère du Mont Saint-Odile qui lui offre un lieu remarquable avec une vue panoramique indescriptible. Ni l'un ni l'autre ne sont croyants. Mais Édouard lui a fait gentiment comprendre que ses parents le sont. Elle a aussitôt imaginé qu'il allait enfin sauter le pas et lui faire une demande officielle. Un mariage à l'église ? Pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à sa famille. La sienne n'a aucun préjugé. « Stop ! Changement de cap !» s'écrie soudain le guide. « Nous allons nous éloigner du mur pour nous rapprocher des tombes mérovingiennes. Attention où vous mettez les pieds, ce sentier est plein de nids de poules. » Surprise par l'arrêt brusque du groupe, Maggie manque de foncer dans la personne devant elle. Elle perd l'équilibre et se raccroche in extremis à la manche de son compagnon. « Hé, doucement !» bougonne Édouard. « Qu'est-ce que tu fais encore ? Tout le monde nous regarde. » Confuse, Maggie se redresse, les joues rouges, un sourire en guise d'excuse sur les lèvres. « Désolée. » Édouard est sûr des sentiments de Maggie à son égard. Elle l'aime. Mais lui, où en est-il ? Qu'apprécie-t-il chez elle ? Son physique, certes, sa spontanéité, sa sensibilité, sa générosité, sa bonne humeur, et même sa naïveté. Tout le contraire de lui. Il a peur de s'engager, mais il s'est juré de faire sa demande ce week-end. Ce haut lieu de pèlerinage et de recueillement doit l'y aider. Il a loué une chambre pour 2 nuits à l'hôtellerie du monastère. Une chambre des plus modestes au mobilier rustique. 2 petits lits à coller, 2 chaises, une table et un coin salle de bain sans télévision. Une cellule en quelque sorte. Ils sont arrivés la veille au soir. Partis aussitôt après le boulot, et sachant que l'auberge ne servait plus de repas après 22 heures, ils ont grignoté sur la route. Il sourit, en se remémorant le visage émerveillé de Maggie lorsqu'elle a découvert la grande cour des Tilleuls, puis le bâtiment qui les hébergeait, nonobstant le faible éclairage du site. Elle est si facile à émouvoir. Ils visiteront le monastère demain. La découverte du mur païen et des différents lieux symboliques qu'il ceint leur suffit pour aujourd'hui. Les 2 autres touristes ont déjà emboîté le pas quand le guide, doté d'un fort accent vosgien, reprend ses explications. Je vous disais donc que le mystère de la construction du mur païen n'est pas encore élucidé. Il faut cependant admettre qu'une partie a été aménagée ou réparée du temps des Mérovingiens, entre le 5e et le 8e siècle de notre ère. « Ce ne sont plus les petits hommes verts !» lance en ricanant un quinquagénaire barbu. Le guide s'arrête net. « Enfin, bien sûr que non !» intervient une petite bonne femme emmitouflée dans un manteau de fourrure synthétique. « C'est n'importe quoi !» Seule sa bouche peinte en rouge et le bout de son nez dépasse de la capuche poilue qui lui recouvre la tête. Elle ajoute d'un air contrarié. « Vous n'avez rien suivi, vous, c'est... » Ce massif a été occupé depuis le néolithique, la coupe Max d'une voix autoritaire. On a retrouvé des silex et des haches en pierre polie. On a aussi un mobilier abondant datant de l'âge de bronze. « Des meubles ?» s'enquiert le barbu étonné. Par mobilier, on sous-entend des objets, des bijoux ou des armes fabriquées à cette époque, rétorque alors Édouard d'un ton professoral. Exact, confirme le guide. Ces découvertes établissent que le site était d'importance à ce moment-là. Des hommes préhistoriques y ont vécu. Mais cela ne prouve pas qu'ils ont construit ce mur. Rien n'indique le contraire non plus, marmonne encore le quinquagénaire. Max hausse les épaules et poursuit. Vous avez peut-être raison, mais sachez que l'on a retrouvé de rares objets de l'âge de fer, ce qui montre que les hommes ont délaissé les lieux à cette époque. En fait, on sait seulement
que le mont Saint-Odile a été un lieu sacré et consacré à diverses périodes de la préhistoire et de l'histoire. Pourtant, soutient la petite femme, on l'appelait le mont Altitona dans l'Antiquité. Il était voué à l'adoration du soleil, des astres et de la lumière. Le mur a été érigé par des druides pour protéger leurs montagnes sacrées. « Foutaise !» s'écrie le barbu hilar. « Mais que non, monsieur !» s'exclame-t-elle, outrée. « Je sais de quoi je parle, je suis professeur d'histoire. Les lieux de culte païens ont tous été éradiqués par le christianisme. C'est la raison pour laquelle le monastère a été érigé à cet endroit et le nom primitif a disparu pour devenir le mont Saint-Odile. Ce n'est pas pour rien que la légende raconte que Saint-Odile apportait la lumière aux aveugles. La lumière du Christ succède à celle de l'Antiquité. Historiquement, ça se tient, mais le lien est un peu facile, rétorque Max. Ce nom antique, comme vous le dites si bien, est l'invention d'un moine du XIIe siècle. C'est la première fois que Mont Altitona apparaît dans des écrits. L'enseignante se fige dans une attitude boudeuse qui les fait sourire. Le guide poursuit. C'est vrai qu'avec ce mur, on peut penser à une enceinte militaire ou un lieu cultuel, ou aux deux à la fois. Tout est possible, puisqu'on n'a pas la réponse. Tenez. Une autre thèse privilégie les Romains parce qu'on a découvert des pièces romaines et que la porte Jumstein, ou porte de Bar, au sud, qui n'est pas loin, on la verra juste après, et celle de Lesberg, au nord, présentent des architectures romaines. En fait, on pense qu'elles ont été érigées à cette époque. Mais rien n'indique que les Romains soient les bâtisseurs de l'enceinte. Peut-être n'ont-ils fait que réparer ou entretenir un mur déjà existant. Et il aurait donc été construit avant les Mérovingiens ? En déduit Maggie. Et même avant les Romains, ironise Édouard. Sans vouloir vous en faire perdre votre latin, Max. Impuissant à se faire entendre, le guide lève les yeux au ciel. Écoutez, c'est une énigme qui n'est toujours pas résolue. Les quelques tenons et les mortaises en bois qui ont pu être datés sont de l'époque mérovingienne. Or, cette muraille n'est évoquée dans aucun écrit de cette période. Ce qui est étonnant pour un ouvrage de plus de 11 km de long, d'une largeur moyenne de 1,7 m et qui atteint 3 mètres de haut par endroit. Et vu la taille des blocs de pierre, il a certainement fallu plusieurs années et une nombreuse main-d'œuvre pour le bâtir. Un intense moment de réflexion s'abat sur le petit groupe. Édouard le rompt en se raclant la gorge. Tous les regards convergent vers lui. J'ai lu que ce mur est mentionné pour la première fois au XIe siècle, dans un écrit papal sous le nom latin de Septa Gentilis Muris. Dans une charte, le pape Léon IX confirme les biens et les droits du monastère au profit de l'abbesse, ce qui était indispensable puisque l'espace intramuros était une terre salique. Le silence dubitatif qui suit l'incite à compléter son explication. La loi salique date des Francs. Elle interdit aux femmes d'hériter. Comme le mont devient le bien de l'abbaye, le pape doit déclarer officiellement les droits de l'abbesse, qui, comme vous le savez, est une femme. « Je le sais », convient la professeure d'une voix pincée. « Mais puisqu'on l'appelle le mur païen, on peut penser qu'il a été construit par des païens. » Max lève la main pour intervenir. « Je vous arrête tout de suite. Ce mot n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Rien à voir avec des païens, c'est-à-dire des non-chrétiens. On attribuait l'adjectif païen à toute construction dont la présence était immémoriale. Déjà, à cette époque, on n'avait aucune idée de la date de son édification. On en revient à une origine bien plus vieille que celle des Mérovingiens, insiste Maggie d'un ton malicieux. C'est vous qui venez de le dire. Et qu'est-ce que vous faites de la thèse des druides et des forces magnétiques ? Intervient encore l'enseignante. Il y a des gens très sérieux qui ont établi que ce lieu est en fait le centre d'une pile électromagnétique. De nombreux menhirs et dolmens ont été recensés sur le mont Saint-Odile. Ouais, rétorque le guide vosgien, dont l'accent s'amplifie au fur et à mesure que sa patience diminue. Oui, les druides venaient sur le site. C'est vous qui en avez parlé dans le grand champ qu'on a traversé au début de la randonnée.
souligne la prof agacée. Euh, le... La grosse maths. Vous avez mentionné un cercle mégalithique découvert depuis peu. Ça prouve seulement qu'un temple solaire aurait pu se trouver là. On en revient toujours au soleil, à la lumière et aux astres, ironise encore Maggie. Alors, pourquoi pas l'énergie? Je connais cette théorie, bougonne Max. Le monastère est bâti sur un point culminant qui a très souvent attiré la foudre, provoquant régulièrement des incendies. Il a été abandonné, puis reconstruit maintes fois, et on en a la preuve dans de nombreux écrits. C'est ce que je disais, reprend la prof d'histoire. La foudre, c'est de l'énergie électrique. Et pourquoi croyez-vous qu'on évoque une pile? La foudre, ça ne suffit pas, s'exclame Édouard, soudain intéressé. J'ai étudié moi-même ce phénomène complexe. Certains géobiologistes et radiesthésistes évoquent la présence d'un puissant réseau magnétique dont le centre serait à l'exact emplacement de la chapelle des Rochers. Odilias Valdrast, récite le guide. Ouais. On pense que la plateforme sur laquelle la chapelle était érigée a longtemps été le lieu de rituels sacrés. Peut-être même de sacrifices. Certains parlent d'une porte temporelle, d'un trésor immatériel, un savoir ancestral. Là aussi, la lumière et l'énergie ont un rôle important. Qui dit lumière, dit clarté. Et de clair à clairvoyance, il n'y a qu'un pas. Dites, l'interrompt le quinquagénaire barbu, visiblement ennuyé par une conversation qu'il a du mal à saisir. Les tombes mérovingiennes, elles sont où? Vous avez raison. L'heure passe, on y va. C'est juste là, au bout du chemin. Le groupe débouche bientôt sur une petite clairière. Il y avait ici plusieurs tumuli, mais aujourd'hui, on n'en voit plus que 2, dit Max. Au Moyen-Âge... On évoque là le Haut Moyen-Âge, intervient encore la fourrure sur pied. À partir de la fin du 5e siècle. Max soupire. Avec seulement 4 touristes, il espérait une promenade des plus tranquilles. Il regrette amèrement les visites avec 30 personnes qui, elles, l'écoutent sans l'interrompre toutes les 5 minutes. Merci de cette précision. Alors, oui, à l'époque mérovingienne, on inhumait les personnes importantes sous des tertres, des amas de terre ou de pierre. On y a trouvé du mobilier funéraire daté de la fin du 7e siècle. Il leur désigne un arbre centenaire. Venez, la première tombe nous attend sous le chêne là-bas, près de la route. Nous irons voir la deuxième après. Elle se trouve dans une petite cuvette à une vingtaine de mètres à l'ouest, sur votre droite. Pour une fois silencieux, les touristes le suivent docilement. Il y a eu 7 fouilles successives sur ce site, raconte-t-il. Les premiers archéologues ont trouvé et ouvert 9 tumuli. Hans Zumstein est le dernier à avoir fouillé ces sépultures en 1969. Et c'est grâce à lui que ces 2 tombes sont restées en état. Entre les racines de l'arbre centenaire, il découvre un sarcophage de pierre fait de dalles posées de champ. Elle délimite un trou béant dont le couvercle, une grande dalle de grès, repose juste à côté. Édouard s'agenouille pour l'inspecter de plus près. Maggie frémit devant le trou qui lui paraît bien étroit. « C'est la tombe d'un enfant ?» s'enquiert-elle. « Non », rétorque le guide. « Il y en avait une, effectivement, mais elle se trouve sous la route qui passe juste au-dessus. »« Il n'y a pas grand-chose à voir », maugrait le barbu en s'éloignant. La professeure approuve et lui emboîte le pas. Max hausse les épaules en continuant ses explications. Les fouilles répétées, depuis 1855, ont été mal conduites et la restitution du site laisse à désirer. Il est désormais à l'abandon. Même les racines de ce chêne menacent la structure de la tombe. « Pourquoi ne pas l'abattre ?» propose Maggie. « Le temps que tous les protagonistes se mettent d'accord, les vers auront bouffé ma carcasse, » ironise le guide. « Du boulot de sagouin. En plus, en 1943, les Allemands ont eux aussi effectué des fouilles ici, et ils en ont profité pour piller pas mal de choses. En tout cas, ils n'ont laissé aucun rapport expliquant leurs recherches ou leurs travaux. Rien non plus sur ce qu'ils ont pu trouver. » Au même moment, les hurlements de l'enseignante retentissent de concert avec les injures du barbu. Obéissant à un réflexe, Maggie et Édouard se relèvent brusquement et croisent le regard stupéfait du guide, puis tous courent en direction des 2 touristes.
Ils stoppent net devant la scène qui s'offre à leurs yeux. Si Max pousse un cri d'horreur, Maggie et Édouard, plus habitués à ce genre de spectacle, le retiennent. Dans une petite cuvette ensoleillée, au bord soutenu par une rangée de pierres, un deuxième sarcophage à ciel ouvert exhibe le corps d'une jeune femme à la vue de tous. Le légiste s'interpose aussitôt devant le barbu qui s'approche déjà de la victime. « Écartez-vous, il ne faut toucher à rien. » Interloqué par l'injonction, le quinquagénaire bat en retraite. « Je voulais juste lui porter secours, » grommelle-t-il. « Je m'en occupe, docteur Janvier de l'Institut médico-légal de Nancy. » Il s'accroupit près de la jeune femme aux longs cheveux noirs vêtue d'une peau de bête, jambes et bras nus. Les yeux grands ouverts, fixés sur le ciel, lui ont déjà permis de comprendre ce qu'il en est. Il vérifie néanmoins en palpant son cou. Rien. Aucun pouls. Il avait vu juste. La pauvre fille est bel et bien morte. Il chasse un insecte bourdonnant autour de lui. Avec cette douceur automnale, quelques mouches tournent déjà autour du cadavre. L'odeur de la mort est tellement puissante. Il aperçoit alors du sang sous la peau de bête. « Maggie » s'écrie-t-il. « Ça m'a tout l'air d'être une scène de crime. Tu veux bien les éloigner, s'il te plaît ? Madame, messieurs, si vous voulez bien reculer. Plus loin. Inspecteur Maggie Muser, police criminelle. Désolé de vous imposer ça, mais c'est la procédure. » Sous le choc, le trio obéit sans discuter. Le légiste cherche un bout de bois court et solide. Dès qu'il l'a trouvé, il vérifie que les témoins se sont écartés, puis revient près de la victime pour soulever un pan de la peau de bête. En dessous, la jeune femme est nue. La cage thoracique a été maladroitement découpée tout au long du sternum. Il continue ses investigations et relève les chairs sectionnées. Il devine soudain le but de ce carnage, étouffe un juron et se penche de façon à entrevoir l'espace sous les côtes. Plus de doute. Il se redresse d'un bond et cherche Maggie des yeux. Elle revient aussitôt vers lui. « Appelle la police locale. Celle d'Autrode, je présume, » ajoute-t-il, en jetant un œil à Max. Ce dernier confirme d'un signe de tête en précisant. « Pour la gendarmerie, c'est Aubernais. »« Explique-leur la situation, Maggie, » poursuit le légiste. « Ils doivent apporter de la rubalise pour interdire l'accès au public et protéger les éventuels indices. Demande-leur aussi d'envoyer une équipe de la scientifique, ainsi qu'un fourgon de l'Institut médico-légal le plus proche. Ce doit être celui de Strasbourg. » Il ressort enfin de la cuvette et s'adresse aux deux touristes bouleversés. « Max va vous reconduire à l'auberge, mais vous devrez y attendre la police. Elle voudra vous interroger tous les trois. » Il se tourne vers Maggie. « Tu veux peut-être les accompagner ? » « Je vais d'abord appeler avec mon portable. »« Si vous avez du réseau, » grogne le barbu. « Il n'y en a pas par ici. » Tout en invitant les témoins à rejoindre la route, elle vérifie et constate avec amertume qu'il a raison. « C'est à cause du réseau magnétique !» lui souffle Madame Fourrure en passant devant elle. Haussant les épaules, Maggie range son portable. Elle lui emboîte le pas sur le chemin du retour lorsqu'Édouard l'attrape par le bras et lui glisse à l'oreille. La rigidité cadavérique n'est pas encore complètement installée. Elle est morte il y a moins de 6 heures. Il jette un coup d'œil à sa montre. Il est 11h15 et la nuit était plutôt douce. Je dirais que la mort est survenue entre 3h et 6h du matin. L'autopsie donnera un horaire plus précis. Maggie acquiesce pour montrer qu'elle a tout enregistré. Attends, ce n'est pas tout. Il y a eu cardiectomie. Car quoi ? Cardiectomie. Le regard abasourdi qu'elle lui jette en dit long sur l'incompréhension qui la traverse. « Désolée, » lui dit-elle. « Je ne suis que flic après tout. » Ablation du cœur, Maggie. Le cœur a été arraché. À son tour de la contempler avec ahurissement. D'habitude, elle, si douce, boit ses paroles sans jamais protester, avide de mots savants. Se serait-il mépris ? Elle a déjà rejoint le trio de tête qui l'attend au bord de la route. Elle se retourne une dernière fois, l'air plus préoccupé que fâché, avant de disparaître derrière les arbres. Elle ne semble pas lui en vouloir. En bon garde du corps, le légiste revient au sarcophage pour veiller la victime. La tentation est grande d'aller farfouiller dans ses entrailles afin de connaître au plus vite les causes exactes de la mort. Quel taré peut s'en prendre ainsi à une jeune femme ? Pourquoi lui retirer le cœur ?
Pourquoi cette mise en scène macabre? Il s'approche un peu plus pour observer le linceul d'origine animale. Une vulgaire peau de mouton, comparable à celle du guide, mais une vraie, pas comme la fourrure synthétique de l'enseignante. Leur conversation sur les origines du mur lui revient en mémoire. Vêtements des premiers hommes, les peaux servaient encore aux Gaulois et aux Romains comme manteau contre les grands froids hivernaux. Cette habitude a perduré depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, même si elle ne concerne à présent qu'un petit nombre de personnes. Le guide lui-même en porte une pour le folklore local. Il s'approche et soulève à nouveau la peau. Il examine le cadavre d'un œil expert et remarque que peu de sang macule la victime. La plaie n'a pas beaucoup saigné. Il peut déjà conclure que la victime était morte lorsqu'on l'a charcutée et que vraisemblablement, ce n'est pas ici qu'on l'a fait. Les quelques lividités cadavériques qu'il peut entrevoir montrent qu'elle a été déplacée. D'autre part, il n'y a pas de traces au sol prouvant que quelqu'un s'y est longuement activé. Or, la cardiectomie est un acte chirurgical qui ne se pratique pas en 5 minutes et 2 coups de scalpel. Ce travail bâclé est probablement le fait d'un amateur. Chapitre 5. En arrivant devant l'hôtel de police de Nancy, au volant de son vieux break marron, l'inspecteur Thomas Michaelis maudit le ciel une énième fois. C'est le début du mois d'octobre, il fait beau, et il flotte dans l'air une atmosphère d'été indien. Eh bien non, il n'en bénéficiera pas. Encore un week-end gâché par le boulot. Il a pris le tour de garde de son équipière Maggie afin qu'elle profite de 3 jours de détente avec Édouard. Tout ça pour qu'elle l'appelle et lui explique qu'elle est tombée nez à nez avec un macabé lors d'une sortie touristique. C'est dément. Il n'est pas porté sur les chiffres, mais pour une fois, il aimerait connaître la probabilité qu'un médecin légiste et une inspectrice de police découvrent un cadavre lors d'une balade en forêt dans les Vosges. Sans compter qu'il a répondu à son appel dans la salle de bain en faisant couler l'eau pour qu'Akam n'entende rien et qu'il s'est éclipsé de l'appartement sans rien dire. Il passe la barrière de sécurité et atteint le parking, quasi désert, à l'arrière du commissariat. Après s'être garé au plus près de l'entrée, il s'extirpe de son véhicule dont il claque la portière en soupirant. Puis il pénètre dans les locaux silencieux, direction l'accueil. Il aperçoit la touffe de cheveux blonds du fonctionnaire de service assis derrière le comptoir et devine qui en est le propriétaire. « Bonjour, agent Baudouin !» s'écrie-t-il suffisamment fort pour le prévenir de son arrivée. « C'est l'heure de la sieste ?» Ce dernier se redresse comme un diable hors de sa boîte, un journal à la main. « Bonjour, inspecteur. Non, je ne dors pas, je lisais. C'est un samedi assez calme. C'est rare d'avoir un peu de temps libre au boulot, alors je m'informe. » Il se justifie en secouant les feuilles de son quotidien. « Le patron est déjà là ?» s'enquiert Michaelis. « Oui, il vous attend, et il n'a pas l'air de bonne humeur. »« Merci pour l'info !» grimace Thomas d'un ton narquois. Il s'engage dans le couloir principal, menant au bureau du commissaire Pinslet. La porte restée béante lui indique d'entrer sans frapper. « Bonjour, commissaire !» Pinslet, patriarche rondelet d'une 60aine d'années, repose le combiné de son téléphone fixe. « Ah, Michaelis, asseyez-vous. Je parlais justement avec mon homologue alsacien, le commissaire principal Schmitt. Normalement, c'est eux qui sont chargés de l'affaire. Le Mont Saint-Odile se trouve dans le Bas-Rhin, sur la commune d'Autrotte. Un bien connu pour son petit vin rouge, un délice. Bref, il y a juste quelques agents municipaux. Le premier commissariat se situe à Aubernais, où il n'y a pas de brigade criminelle. Donc, pour résumer, ce site dépend de la juridiction de Strasbourg. » Thomas retire sa veste et braque des yeux interrogatifs sur son supérieur. « Je sais, » s'excuse ce dernier. « Pourquoi nous, alors ?» Schmitt a un gros problème d'effectifs. Ses inspecteurs sont soit en formation, soit en maladie, soit en congé, et les autres sont des bleus. Puisque Maggie Muser est déjà sur place, il nous refile le bébé. Vous vous doutez bien que je n'étais pas très chaud pour vous envoyer là-bas, alors que nous avons aussi nos problèmes ici. Mais le procureur a accepté, et officiellement, l'enquête est pour nous. Je n'ai pas eu le choix, le 18-4. Thomas fronce les sourcils. Il connaît cet article du Code pénal. Le magistrat chargé d'une affaire l'utilise pour étendre les compétences d'un officier de police judiciaire hors de son territoire de fonction.
Le commissaire Pinslet observe son inspecteur qui s'est installé dans un fauteuil en face de lui. Il apprécie cet homme pour ses compétences et ses qualités d'investigation. Ce cador a bouclé pas mal d'enquêtes complexes. Dommage qu'il se soit entiché de cette Akam, une détective privée insupportable. D'après Schmidt, explique-t-il encore, leur meilleur légiste vient de partir à la retraite. Il prétend que les jeunes de l'IML ne sont qu'une bande de blancs-becs, juste capables de disséquer des souris. Ce n'est pas un peu exagéré tout ça, commissaire, remarque Thomas avec un sourire en coin. Si, bien sûr que si. Ils sont surtout en manque de personnel. Mais il en faut beaucoup pour que les procureurs de nos 2 juridictions se mettent d'accord. En fait, il a surtout besoin d'Édouard, c'est ça? Oui, il est connu et reconnu, meilleur légiste de tout le territoire. Cocorico! Ne soyez pas moqueur, inspecteur. Vous faites votre valise et vous les rejoignez au Mont-Saint-Odile. Une équipe de la scientifique et le fourgon de l'Institut médico-légal de Strasbourg se rendent sur place. Ils devraient tous être là-bas en début d'après-midi. En attendant, Maggie Muser dirige la police locale pour délimiter la scène de crime et la protéger des touristes et des pèlerins. Ensuite, elle prendra les premières dépositions. Ok, la logistique se met en place, mais quid des premiers éléments et de la victime? Maggie ne m'a pas dit grand-chose. Une jeune femme juste vêtue d'une peau de bête, allongée nue dans une sépulture mérovingienne, non loin de la route d'accès au monastère. Aucun moyen de l'identifier pour le moment. Muser est aussi chargé d'interroger les touristes, les pèlerins et le personnel de l'auberge où elle est installée. Et Janvier, qu'en dit-il? D'après ses premières constatations, la mort est survenue entre 3h et 6h ce matin. Il sera plus précis après l'autopsie. Aucune idée sur la cause pour le moment. En revanche, il a noté que le tueur avait ouvert la poitrine pour en extraire le cœur. Thomas réprime un sentiment d'exaspération qui lui serre la gorge. Décidément, Maggie ne fait pas les choses à moitié. Elle aurait pu tomber sur un simple accident ou un suicide. Non. Il faut que ce soit l'œuvre d'un désaxé. Il chasse ses sombres pensées et reporte son attention sur son supérieur qui enchaîne déjà. Janvier doit accompagner la dépouille jusqu'à l'IML et il prendra ses quartiers là-bas, le temps de l'autopsie. Et la scène de crime, des détails? Apparemment, la victime n'a ni été tuée ni dépecée sur place. Des équipes vont fouiller la zone. Les gendarmes et des bénévoles viendront renforcer les effectifs de la police locale. L'inspecteur Michaelis frémit en imaginant la suite. 3 mots vedettes se bousculent déjà dans sa tête. Les MMO. Mobile, moyen et opportunité. Espérons qu'il trouve quelque chose, soupire Thomas. Elle a très bien pu être tuée à des kilomètres de là. Je sais, ce n'est que le début. Ah, j'oubliais. Pinslet farfouille dans un tas de feuilles posées devant lui avant de trouver celle qu'il cherche. Schmidt nous envoie l'inspectrice Marie Meyer. C'est une nouvelle recrue, mais à l'entendre, c'est la plus compétente. En plus, elle est trilingue. Allemand, anglais, français, sans compter les patois locaux l'alsacien et... Thomas le dévisage surpris, sans comprendre où il veut en venir. Son supérieur éclate d'un rire gras avant de répondre. Le Vosgien, voyons. Il retrouve rapidement son sérieux devant l'air dubitatif de son inspecteur. Bref, avec les touristes et les pèlerins de divers pays, il est essentiel d'avoir une bonne interprète. Elle vous secondera lors des interrogatoires et elle se chargera des rapports. Pareil qu'elle adore ça. Thomas fronce les sourcils. Qui peut aimer se taper des heures de paperasse? Maggie le fait, bien sûr, mais toujours en rechignant. Par nécessité, jamais par envie. C'est la première fois qu'il rencontre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.